nyonso ya Tia Télévision boye malamu na émission na bino nzungu ya makambo. Nzungu ya makambo ezali lisanga ya makambo masolo nyonso masolo tali politique économique culturel pe nyonso bokutango kaka awa na nzungu ya makambo. Émission na bino nzungu ya makambo lelo na kozalanga moko pete nazali bongo na moko ya balobeli na bino mwana mboka Séverine Bala elongo na yeto kokumba émission ya mukolo mwa lelo. Nzungu ya makambo ezali émission o esengeli na biso to landa kango tango yiso pona koyeba nyonso zolika na kati ya mboka na biso Congo. Nzungu ya makambo eyambi lelo Dr Noël Tchani mais boyeba ete na signaler moi mokie invité na biso azona mwa kokoso ya koyanola vraiment malamu na lokoto ya lingala mais biso tokotuna ye mituna na lingala parce que émission za lingala ya koyanola na français akokotisa kaka na fo lingala na ye wana pona ko pour la compréhension la plus facile na balade nyonso bazolanda biso. Boyeba ete Dr Noël Tchani azalaki bongo moko na kati ya bakandidat na mapodami ya présidentielle à 2018 au même titre que mwana mboka Martin Fayulu, boyebi au même titre que mwana mboka Gabriel Mokia et pourquoi pas Pasteur Théodore Ngoy na misusu ebele o boyebi bazalaki bongo na baponami ya législative to ya présidentielle il y a 2018 oikolo ba candidat malheureux yena zali invité na biso ya mukolo mwalelo tuzali bongo na ye. Merci pour la considération, c'est pour la toute première fois, c'était un grand plaisir. Bonjour. Merci et merci de me recevoir à Tia Télévision. Bonjour Séverine Bala. Bonjour Gracela Kabongo et puis bonjour Dr Noël Tchani, moi d'invita. Merci beaucoup. Avant de citer le sujet d'actualité pour aujourd'hui, Séverine Bala, une question à moi, Dr Noël Tchani. Oui, moi, Motuna Mouké Penza, na Maïmatali Bokona coronavirus. Le lengeni ni Dr Noël Tchani, moi d'invita, Azali Komi Batela pour faire face à Bokona coronavirus. Oui, effectivement, la pandémie de coronavirus, d'abord, c'est une maladie très dangereuse. Il faut que nos compatriotes, tous les Congolais comprennent que cette maladie, elle est meurtrière et ne pardonne pas. Il faut tout faire pour se protéger parce que peut-être qu'on n'a pas encore vu ça en République démocratique du Congo et j'espère qu'on ne verra pas ça si nous prenions des précautions tous. Mais ailleurs, il y a des milliers de morts. Il y a des cimetières qui sont pleins. Pour éviter que cela ne puisse arriver ici, ce que nous devons faire, comme les autorités politiques et sanitaires donc l'ont recommandé, nous devons prendre des précautions. Précautions pour nous protéger d'abord nous-mêmes, en nous lavant les mains régulièrement, en évitant de serrer les mains aux gens, en évitant de pouvoir faire des bisous aux gens, en évitant des grands attroupements. Et surtout, nous devons aussi nous protéger en portant les masques quand nous sommes en public. Ces recommandations-là, vous savez bien que les masques ne sont pas très confortables. Moi, je n'arrive pas à bien respirer quand je porte ça. Mais vous devez les porter, nous devons les porter, parce qu'en le faisant, on se protège soi-même et on protège aussi les autres. Ok, merci beaucoup, monsieur. Alors, à nos sujets d'actualité, pour aujourd'hui, nous allons parler sur la levée de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État. Nous allons parler sur l'affaire Premier ministre qui répond au chef de l'État à travers son directeur du cabinet, mise en place à l'armée et à la justice. Marche pour ce 24 juillet, organisée par PPRD pour soutenir la Constitution. Oui, bah été si Mayakoba qui sa 15 jours après 15 jours lobi ba imboka bazala ki ebele libosa ba itando ike pour na kozala discours ya chef de l'État lokola arrivé ya Yesu ketolanda ki mokonza mboka alongola ki état d'urgence sanitaire mais boy ba été bokono ya coronavirus ezali Tomi Batela. Dr Noël Tchani, le chef de l'État alongola ki bongo, il a levé l'état d'urgence sanitaire, retour progressif à la vie normale. Oui, effectivement, comme vous avez dit, tout le monde attendait le discours du chef de l'État hier, comme les chrétiens, nous les catholiques, comme on attend le retour de Jésus-Christ sur terre. Et ce discours donc, est arrivé pratiquement donc, à minuit. On a levé l'état d'urgence. Encore une fois de plus, il ne faut pas penser que la levée de l'état d'urgence veut dire la fin de la pandémie. La pandémie continue, elle continue à tuer les gens. C'est simplement que nous sommes arrivés au point où on estime qu'on a eu la maîtrise de certaines données et par conséquent, maintenant, la population est éduquée suffisamment pour se prendre en charge et éviter la propagation à grande échelle donc, de la maladie. Donc, les recommandations qui ont été faites
il faut les suivre à la lettre. Il ne faut pas prendre le risque. Quand vous prenez le risque sur vous-même, vous exposez votre famille et vous exposez toute la population congolaise. Lors du discours du chef de l'État hier sur la levée de l'état d'urgence sanitaire, il a bien précisé, c'est 3 août 2020, la reprise des écoles, mais il a plus martelé sur le respect de gestes barrières et la distanciation. Étant donné que nous savons tous, dans nos écoles actuelles, nous avons l'insuffisance de bancs, l'état n'est pas normal et tout consort. Est-ce que ce respect de gestes barrières ou la distanciation dans notre pays, précisément ici à Kinshasa, seront bel et bien respectés? C'est une préoccupation très importante et je crois que les autorités politiques et sanitaires ont voulu y aller progressivement. C'est pour cela que la rentrée scolaire ne sera pas pour tout le monde. On a décidé que pour le moment, dans un premier temps, les finalistes de l'école secondaire, mais également les finalistes de l'école primaire vont pouvoir rentrer et après on verra la rentrée pour tous les autres. Mais même pour ceux qui rentrent à l'école, il est important que les enfants comprennent qu'il faut se protéger. Aucun enfant ne doit aller à l'école sans porter des masques. Ce sera inconfortable, mais vous devez porter ces masques-là. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, au premier contact avec une personne qui est infectée, vous êtes infecté aussi et ce ne sera pas bien pour vous. Vous allez ramener cette maladie dans votre famille et vous allez contaminer tous les autres élèves donc, dans la classe. Donc, je tiens à rappeler que ce que les autorités politiques ont recommandé, il faut le suivre à la lettre. En ce moment, c'est vraiment un moment d'interpeller même le promoteur des écoles. Effectivement, les promoteurs des écoles doivent déjà, non seulement les promoteurs des écoles au niveau du privé, mais également les promoteurs de l'école au niveau étatique. Il est important que les gens comprennent que désormais cette pandémie nous sert de, en quelque sorte, un coup pour pouvoir nous réveiller. Qu'on puisse se réveiller pour regarder si les infrastructures scolaires ou académiques que nous avons sont appropriées pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Les infrastructures qui ne sont pas à jour, il faut prendre avantage donc de ces mesures aujourd'hui pour les actualiser, de façon à ce qu'on puisse avoir suffisamment d'espace dans les salles de classe pour que les enfants ne soient pas entassés les uns sur les autres. Donc, les promoteurs privés sont appelés à pouvoir donc prendre cela donc en considération. S'il faut faire des investissements pour agrandir les salles de classe, pour réduire le nombre d'enfants donc par classe, pour que les enfants ne soient pas entassés les uns sur les autres, je pense que c'est important donc de pouvoir le faire. Pensez-vous pas qu'à ces moments aussi la population congolaise a aussi besoin de votre aide ou votre soutien financier ou moral? Bon, financier, bien sûr, vous savez, quand on est congolais, on est très congolais et on se sent très concerné quand il y a des questions de préoccupation donc, de ce genre. Si on a des moyens au niveau individuel, on doit pouvoir aider. Et d'ailleurs, je viens de mettre en place une fondation qu'on appelle la Fondation de Solidarité Universelle qui aura pour ambition de pouvoir mobiliser des ressources pour venir en aide à ceux qui n'ont pas de moyens. Donc, à travers cette fondation, je crois que nos actions, non seulement à mon niveau personnel, mais également au niveau du regroupement politique que je préside, donc la force du changement, les actions vont être très limpides, très orientées donc, vers la résolution des problèmes spécifiques donc, de notre société. Mais encore une fois de plus, le tout dépend des moyens que nous serons en mesure de mobiliser pour venir en aide à ceux qui n'ont pas de moyens. Votre fondation va aussi contribuer à la gratuité de l'enseignement par rapport aux écoles qui ont des bancs complets. La gratuité de l'enseignement, d'abord, il faut savoir que c'est une entreprise initiée par le chef de l'État, par le gouvernement. Donc, les écoles publiques sont celles qui sont concernées par la gratuité de l'enseignement en premier temps. Mais maintenant, dans les écoles privées, moi, je voudrais aller au-delà des propositions qui sont faites par le chef de l'État. Je voudrais que nous puissions mettre en place, par exemple, un fonds de bourse d'études. C'est-à-dire que ce fonds-là va récolter les allocations budgétaires qui viennent de l'État, peut mobiliser aussi des contributions des bailleurs de fonds privés et utiliser cet argent pour venir en aide, non pas simplement aux étudiants qui étudient dans les écoles publiques, mais également venir en aide à ceux qui vont dans les écoles privées, mais qui n'ont pas donc de bourses. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'on peut mettre en place un système d'aide financière. Aide financière, c'est un système que j'ai vu aux États-Unis. Moi, j'en ai bénéficié aussi. Ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on met en place un fonds spécifique. Ce fonds peut être privé ou public, mais la plupart du temps, il est public et il bénéficie des allocations budgétaires qui viennent de l'État. Et on utilise les ressources de ce fonds pour intervenir de façon ponctuelle, pour aider un enfant
en difficulté. Par exemple, vous êtes dans une école privée, vous êtes arrivé au niveau de la 2e année de licence, vous n'avez pas d'argent pour terminer votre mémoire de fin d'études. Au lieu d'abandonner des études, vous pouvez vous adresser à ce fonds-là. On peut approuver une allocation, un don. C'est un don ponctuel, ça ne va pas revenir tous les mois. On vous donne ce don, par exemple, ça peut être 300, 400, 500 $, essentiellement pour vous permettre de faire face à ce besoin-là, pour vous permettre donc de terminer les études, pour que vous ne puissiez pas donc rater l'année. Donc, il y aura toute une combinaison donc de ces techniques-là. D'une part, la gratuité de l'enseignement au primaire et au secondaire, d'autre part, les bourses d'études au niveau des universités, et d'autre part, ce que j'appelle donc ce système de dons ponctuels qu'on peut utiliser pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Hormis la gratuité de l'enseignement, vous avez parlé de bourses d'études, mais aujourd'hui, la jeunesse a du mal à croire ou à avoir du réel par rapport aux bourses d'études, par rapport à l'époque ou par rapport aux années antérieures. Les bourses d'études, c'est une réalité. C'est une question des moyens dont dispose l'État. Donc, je pense que ce sont des buts de formalité. Non, j'arrive. Je dis bien que c'est une question de fonds dont dispose l'État. Vous savez que notre État aujourd'hui est exempt, n'a pas beaucoup de moyens. Les budgets ont été réduits considérablement. Nous parlons d'un budget dans les environs de 4-5 milliards de dollars, même si théoriquement, on a dû parler de 11,8 milliards de dollars. Donc l'État n'a pas beaucoup de moyens aujourd'hui. C'est pour cela que je pense au niveau du gouvernement. Ils sont en train donc de se battre pour arriver à mettre en place un état de droit fonctionnel qui permettra de pouvoir amener au tribunal ceux qui volent l'argent de l'État, qui détournent l'argent public, qui font la corruption, qu'on les attrape, qu'on les juge, qu'on confisque leurs biens, qu'on récupère cet argent, qu'on mette dans le budget national pour augmenter cela, pour venir en aide donc à ceux qui en ont besoin. Donc, la bourse d'études, ça peut être une réalité. Moi, je suis le produit de la bourse d'études et de la gratuité de l'enseignement. Quand j'ai étudié à l'école primaire et secondaire, j'ai étudié dans les écoles publiques et c'était gratuit. Et c'était des écoles de très bonne qualité, tenues par des missionnaires belges à l'époque. Quand je suis allé à l'université, le gouvernement de mon pays, le gouvernement du Zaïre, m'a donné une bourse qu'on appelait à l'époque la bourse du Conseil exécutif national, c'est-à-dire du gouvernement congolais, qui m'a permis... Mais la réalité n'est plus la même. Mais si la réalité a existé quand moi j'étais petit, elle devrait être rétablie quand je suis grand maintenant, parce que nous sommes plus conscients et les gens peuvent voir les résultats de quand on a une bourse donnée à un enfant, ce qu'un enfant peut devenir. Regardez-moi simplement et sachez que si je n'avais pas de bourse, je ne serais pas là où je suis. Donc ça doit être une motivation pour notre gouvernement de faire tout pour mettre en place ce système de bourse d'études pour que tous les autres enfants congolais demain deviennent comme des petits Noël Tchani aussi. Restons sur le discours du chef de l'État sur la levée de l'état d'urgence sanitaire. Hormis le 3 août, la reprise des écoles, il y a le 15 pour la réouverture, Séverine Bala. La réouverture du 3 août, ezali pour na retour ya classe. Mais tout ce qui a kaka penza na maimatali bokona coronavirus. Mokonzi ya mboka alobaki pe na mokolo ya le 15 nde ba église ekozonga. Mokolo ya le 3 baba ekozonga siko baba de ezongi kutu ko banda nde lelo le 22 baba ezongi siko opona yango est-ce que ezali vraiment na mesure moko il faut batia pour que batu ba respecter ba méthode ya distanciation. Vous savez, le chef de l'État c'est un Quinois. Il connaît les Quinois et il sait comment les Quinois réagissent. Si moi qui suis citadin, moi qui viens donc du village, si moi j'étais à sa place, je n'aurais pas réouvert les bars. Parce que déjà dans les villages, nous n'avons pas de bars, on n'a pas besoin de ça. Donc, mais je peux comprendre qu'il y a certaines mesures qui sont douloureuses, qu'on pouvait garder même après la levée de l'état d'urgence. Par exemple, je salue la mesure prise par le gouvernement ou par le chef de l'État concernant les funérailles. Les funérailles, quand quelqu'un meurt, on regrette ça, on pleure pour cela. Mais il faut qu'on le sorte donc de la morgue, on l'amène tout droit donc au cimetière sans passer, faire toutes ces kermesses-là qui nécessitaient qu'on dépense beaucoup d'argent et qui créent d'ailleurs un environnement pour la propagation de la maladie. Donc je salue cette mesure-là. J'aurais souhaité qu'on ne puisse pas réouvrir les bars. Mais les Quinois, apparemment, si vous n'ouvrez pas les bars, ils vont aller donc en grève. Je pense que le chef de l'État est très sensible donc à cela, mais moi j'estime que les bars créent un environnement de propagation de la maladie. Les boîtes de nuit, la même chose. Oui. Et je pense qu'on pouvait avoir des mesures restrictives sur ces questions-là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les églises. Hein. Les églises, vous savez, je suis très contrarié quand je parle des églises. Parce que d'un côté, je suis catholique pratiquant.
Donc, à Washington, dans mon église, je célèbre la messe avec les prêtres. Et je suis ministre eucharistique, je donne la communion, je lis la première, la deuxième lecture à l'église. Donc, je suis très pratiquant aussi de ce côté-là. Mais de l'autre côté, j'arrive à Kinshasa, je trouve qu'il y a ce qu'on appelle une prolifération d'églises de réveil. Je ne dis pas que mon église est la meilleure, mais je pense qu'il y a juste trop d'églises dehors là, et je ne sais plus laquelle prêche la bonne nouvelle et laquelle utilise les gens pour recevoir les mabonzas simplement. Je souhaiterais que ce secteur-là soit réglementé, que nous puissions bien réexaminer la qualité de ces églises. Par exemple, une des conditions que moi je souhaiterais qu'on puisse mettre en place pour accréditer les églises, il faut que chaque église ait des infrastructures telles que quand il y a une célébration du culte à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de bruit dehors. Parce qu'il y a des quartiers où vous avez une église ici, une autre à côté, et vous êtes attrapé donc dans un brouhaha total et vous n'êtes pas en mesure de dormir chez vous. Donc je crois qu'il faudrait réglementer cela, ça peut être l'un des critères, mais qu'on détermine quelles sont les bonnes églises et les mauvaises, il faut les fermer. Est-ce que les mauvaises là, ceux qui bakangi bango, bahozala na motema mabete envers ba o mususu ba otikala? Bon, vous savez, les latins disent dura lex sed lex. Quand on essaie de nettoyer l'environnement pour que cet environnement soit bon pour tout le monde, il y a parfois des gens qui sont victimisés. Et si on estime qu'une église ne remplit pas les critères pour fonctionner normalement, il faut la fermer. Il faut demander donc aux membres de cette église-là, ils peuvent rentrer à l'église catholique. Nous pourrons donc prier ensemble tous les dimanches. Okay. Le 15 août, la réouverture des églises, lieux de culte, la réouverture de frontières, aéroports et tout concerne distanciement dans les églises. Par exemple, au moment de délivrance, vous étant que chrétien, étant que croyant, au moment de délivrance, le chef de l'État, lors de son discours, il a bien précisé la réouverture de frontières, aéroports, bars, terrasses, mais il a dit pour les églises jusqu'au 15 août. Est-ce que même si après le 15 août, les églises seront à mesure de respecter la distanciation ou le geste barrière, par exemple, au moment de la délivrance ou de l'adoration? Oui, c'est là que je pense que nous devons, en tant que pays, voir parfois le bon côté des mesures difficiles qui sont prises par les autorités politiques. Est-ce que le chef de l'État a intérêt à empêcher aux croyants d'aller prier? Non. Il veut que tout le monde, d'ailleurs lui-même, on a vu au stade, il se met à genoux, il prie le bon Dieu, il demande pardon pour la République. Donc c'est un croyant aussi. Donc toute mesure qu'il prend dans ce domaine-là, c'est pour faire du bien. Et parfois ces mesures-là, elles sont peut-être difficiles à accepter dans un premier temps. S'il a voulu qu'on puisse aller jusqu'au 15, c'est pour permettre aux églises de se préparer. Par exemple, si vous avez 200 bancs dans votre église et que vous savez que vous avez souvent 200 personnes qui viennent prier avec vous, il faudrait peut-être envisager maintenant, pour respecter les mesures de distanciation, envisager de faire 2-3 cultes par jour. Un culte où il y aura 50 personnes mais qui seront dispersées, qui seront espacées suffisamment, et puis un deuxième culte qui viendra avec les 50 autres personnes qui n'ont pas pu assister au premier culte. Donc, c'est juste permettre aux églises de se préparer sérieusement. Et moi, je pense qu'on a attendu pendant trop longtemps. Attendre jusqu'au 15 août, ce n'est pas un drame. Aujourd'hui, le chrétien se pose une question pour dire pourquoi la réouverture de bars et terrasses et non les églises. Bon, ce sont des bonnes questions. Moi, je suis chrétien comme eux. J'aurais souhaité qu'on ouvre les églises à la place donc, des bars et terrasses. Mais je ne connais pas les raisons qui ont poussé les autorités. C'est parce que les Quinois eux-mêmes, ils demandent beaucoup plus les bars et les terrasses que les églises. Vous savez, la majorité, il faut tenir compte de l'opinion publique. Mais si j'étais à la place de ceux qui ont pris la décision, je suis tout à fait d'accord avec la majorité des gens qu'il faudrait peut-être envisager réorganiser les endroits publics au même moment, que ce soit les églises, que ce soit les bars et les terrasses, mais de façon à respecter ces mesures, ce qu'on appelle des gestes barrières, pour maintenir des distances suffisantes entre les gens. Les chrétiens disent que c'est grâce à la prière que nous devons lutter contre cette pandémie de coronavirus. Je suis croyant, je suis catholique. Je pense que nous devons prier, mais nous ne devons pas perdre de vue que ce sont des maladies qui se propagent dans certaines conditions. Si vous priez et vous ne respectez pas les mesures barrières, vous serez contaminé. Dieu n'est pas là pour venir en aide aux personnes qui ne veulent pas suivre les règles. Vous devez vous occuper de vous-même d'abord et Dieu viendra en aide pour vous après.
Donc, suivez de très près les mesures gestes barrières proposées par les autorités politiques et sanitaires et priez en plus de cela, je pense que vous serez bien servi. Hormis la réouverture de terrasses, bars, aéroports, frontières, le chef de l'État reste sur la décision du gouverneur Chantini Ngobila en disant que les obstacles dureront que 15 minutes. Est-ce que cela sera respecté? Dureront que 45 minutes, excusez-moi. 45 minutes. Oui, bon, c'est comme je disais tout à l'heure là, il y a des décisions qui sont difficiles, mais qu'il faut prendre. Et il faut savoir pourquoi on prend ces décisions-là. Dans ce cas précis pour les funérailles, moi je suis allé dans les maisons funéraires plusieurs fois, où vous trouvez pendant 3 jours des familles entières. Déjà quand la personne était malade, on n'avait pas d'argent pour amener cette personne à l'hôpital. Mais quand la personne meurt, on dépense tout l'argent, on mobilise toutes les épargnes pour faire des funérailles grandioses. Mais une fois que vous avez enterré la personne, vous n'avez plus d'argent même pour manger à la maison. Donc, moi, je pense que nous devons être réalistes. Nous voulons, bien sûr, célébrer la vie de quelqu'un qui vient de mourir. Mais lorsque il faut l'enterrer, faisons vite pour l'enterrer. Les musulmans, ils le font d'ailleurs le même jour. Faisons vite pour enterrer la personne. Minimisons donc des dépenses, je ne dis pas inutiles, mais des dépenses qui puissent mettre même la famille éprouvée en difficulté et que la vie retourne donc à la normale le plus rapidement possible. Moi, personnellement, je crois que c'est une très bonne idée de pouvoir adopter cette mesure-là, de garder la mesure d'enterrement telle qu'on l'a connue pendant la période donc, de la pandémie. Ça ne sert à rien de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour enterrer la personne qui est déjà décédée. Pensez déjà aux personnes qui restent, les enfants du défunt ou de la défunte. Ils ont besoin d'argent pour aller à l'école, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de s'habiller. Gardez cet argent-là pour venir en aide à ces enfants-là, plutôt que de prendre le tout, enterrer la personne avec pompe. Et aussitôt qu'on l'a enterré, tout le monde meurt de faim dans la famille. Pour le respect de la durée des obsèques en 5 minutes, pensez-vous pas que c'est à vous, soit nous devons interpeller le propriétaire de salles funérailles ou la population? Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces salles funéraires sont fermées. Hein. Elles sont fermées. Il y a des salles polyvalentes. Oui, mais pour tout ce qui était cérémonie d'enterrement, c'est terminé. Donc, moi, je crois qu'on part de la morgue, on amène la personne au cimetière, on enterre la personne et quand on revient, on est peut-être dans une salle polyvalente pour faire une petite réception, dire au revoir à tout le monde, remercier tous ceux qui ont participé et ça s'arrête là. Donc, mais qu'on ne puisse pas passer des heures et des heures comme on le faisait avant, pendant 2-3 jours, pour rester donc dans la maison funéraire en train de pleurer là-bas, de dépenser beaucoup d'argent, je crois que ce n'est pas très économique. Cette compréhension ne sera pas différente par rapport à la population? Parce qu'avant déjà cette mesure, la majorité par rapport à nos constats ne respecte pas la distanciation et le geste barrière. Hormis que le chef de l'État dise que les obsèques pourront durer pendant 45 minutes, est-ce que la population sera à mesure de respecter? Vous savez, quand vous êtes leader, un leader a une vision. Et quand vous avez une vision et vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, vous prenez des décisions pour corriger cela. Dans un premier temps, la population ne comprend pas. Et il faut chercher à communiquer pour que les gens comprennent le bien fondé de la décision qui est prise. Mais à la longue, vous savez, les gens finiront par sentir l'impact de cette mesure-là quand ils vont, au début, ils dépensaient 10 000 $ pour enterrer quelqu'un. Quand ils vont simplement enterrer la personne pour 1 000 $ et prendre les 9 000 $, allouer cela à l'éducation des enfants qui sont laissés, qui sont des orphelins. Et je crois que ce sera œuvre utile pour notre pays. Donc, moi, je voudrais que les gens prennent le temps de comprendre pourquoi il y a cette mesure-là. Je demanderai aussi au gouvernement de communiquer, parce que ça ne sert à rien simplement de prendre une décision, de l'imposer sur les têtes des gens, sans dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, ce que je donne là, ce sont des arguments que je pense, donc peuvent être partagés avec la population. Et quand on le fait, les gens comprennent, ils acceptent. Je voudrais déjà vous dire une chose, c'est que moi, j'ai parlé quand même un peu avec cette population-là, avec des gens, et pendant cette période de pandémie, ces gens me disaient, vous savez quoi, après la pandémie, après la levée de l'état d'urgence, ce serait bien de conserver certaines mesures en place. Ces mesures-là, c'était les questions d'enterrement, de funérailles, et je pense que c'était aussi des questions de boîtes de nuit,
vous appelez ça comment, les Nganda? Hier, d'ailleurs, j'étais surpris de voir certains bars et terrasses oui. à minuit. Oui, donc moi je crois que certaines personnes comprennent, mais nous devons aussi être réalistes. Malheureusement, ces bars-là constituent une activité commerciale pour ces familles-là qui vivent avec ça. Donc il y en a qui ne peuvent pas vivre sans avoir ces Nganda ou ces terrasses. Donc il faudrait qu'on comprenne ça, mais il faut que ce soit fait de façon telle qu'on ne crée pas un environnement pour la propagation de la maladie. Je voudrais vous dire une anecdote. Pendant qu'on vivait la pandémie et qu'il y avait ces mesures restrictives en place, j'ai vu sur Internet quelqu'un qui a écrit « Monsieur le Président, vous avez dit qu'il faut fermer les bars et les terrasses. Mais je voudrais vous dire qu'ici à Barumbu, les bars sont fermés, les portes sont fermées, mais on entend des gens parler à l'intérieur. Donc il y a des gens qui étaient très pressés pour qu'on puisse réouvrir les bars et les terrasses. On a réouvert, mais continuons à prendre des mesures pour nous protéger, pour ne pas nous exposer, même quand vous êtes dans un bar ou dans une terrasse, garder la distance suffisante entre vous pour ne pas être proche d'autres personnes. Séverine Bala, avant de entamer le sujet, notre question par rapport à la gestes barrières, la distanciation. Docteur Noël Tchiani a aussi kotalisa vraiment polele na mayonnaise sur batali bokono ya COVID-19 pour na komi batela. Donc na esika wana ya kobakisa eza isusu. Parlons à présent de la mise en place à l'armée et à la justice. Selon certaines personnes, Dr Tchiani, ils pensent que le chef de l'État a fait de bons choix, a fait un bon choix. Il y a besoin de batimisos, ne sika puis il y a besoin de batimisos, puis il y a batimisos, il y a sika na armée puis na justice. La grande question que l'opinion congolaise se pose aujourd'hui. Est-ce que par rapport à l'insécurité, où ils ont réuni à Katambo Kanabiso, signalons qu'ils ont commis nous aussi les 20h, 21h pour nous tiens ma colo, ils ont passé. Insécurité, ils ont cassé. Est-ce que la mise en place à SICA, au chef de l'État, la armée, la justice, nous pouvons espérer à la sécurité? Moi, je pense qu'il y a lieu d'espérer. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que le système qu'on avait jusqu'à présent ne marchait pas. L'insécurité était partout. Et la justice était très corrompue. Donc, on ne peut pas simplement rester avec le même système et prier et espérer que ça va changer tout seul. Donc, il faut commencer par changer les hommes. Ce sont les hommes qui créent l'insécurité ou qui luttent contre l'insécurité. Ce sont les hommes et les femmes qui luttent contre la corruption, qui veulent mettre en place un état de droit fonctionnel. Donc, je salue le fait que le chef de l'État ait mis finalement en place, parce que moi, j'avais souhaité que ces changements-là, ces nominations, interviennent 3 semaines après qu'il soit arrivé au pouvoir. Mais il fallait prendre le temps de connaître les gens. Et lui, il est plus tolérant que moi. Il a plus de patience que moi. Moi, je suis toujours plus pressé. Mais il a mis du temps. Il a fait un travail que je crois que c'est un travail de qualité. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on change la magistrature, les magistrats, dans toutes les juridictions, nous avons les cours d'appel, les cours de cassation, les tribunaux de grande instance, ainsi de suite, non pas simplement pour les communes de Kinshasa, mais pour les 26 provinces de la République. C'est un travail d'arrache-pied. Je voudrais féliciter ceux qui ont travaillé pour arriver à dénicher ces gens qui méritaient d'avoir une promotion ou qui méritaient donc d'être recrutés pour qu'on puisse donc les mettre en avant dans ces nominations ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Même chose aussi donc dans l'armée. Dans l'armée, je voudrais saluer l'arrivée de nouvelles personnes à de nouvelles fonctions, mais aussi le départ de certaines personnes qui étaient supposées être problématiques. Beaucoup de gens ne semblent pas réaliser ce que c'est, mais il y a certains noms, tels que les John Numbi, qui étaient très contestés, non pas simplement sur le plan national, mais également sur le plan international. Le fait que John Numbi soit un général sans fonction, c'est une très bonne opportunité, une très bonne évolution dans notre pays, parce que nous devons savoir que nous devons être tenus responsables de nos actes. Il a été accusé de beaucoup de choses. J'espère qu'il aura l'occasion maintenant d'être amené au tribunal et d'être jugé pour qu'il puisse se justifier sur certaines allégations qui sont faites contre lui. Vrai ou faux, mais il faut qu'il s'explique, c'est ça donc la justice. Je regrette quand même qu'il y ait certaines personnes qui sont arrivées à avoir des promotions. Des gens comme le général Tangofor Amissi, Gabriel Amissi Tangofor, Gabriel Amissi Nkumba Tangofor, il y a eu des générales, le général Mundos, qui sont accusés, non pas simplement au Congo, mais sur le plan international, de beaucoup d'atrocités, de violations des droits humains. Bon, je pense que le chef de l'État, peut-être, il a voulu y aller par étapes. Dans un premier temps, il a remercié les John Numbi. Dans un deuxième temps, peut-être que les autres
s'il ne change pas, parce que le chef de l'État avait dit quelque chose d'important. Il faut considérer que les mauvais, il faut leur donner la chance de changer. S'ils changent, on va oublier les péchés qu'ils avaient commis. Mais s'ils ne changent pas, ils continuent à se comporter comme dans le passé, je crois qu'il y aura une autre mise en place avec de nouvelles nominations, de nouvelles promotions, et en ce moment-là, ils seront pénalisés. Juste après ces nominations, nous avons envie de personnalités et généraux qui sont allés voir le général Nyumbi pour le réconforter ou pour l'interpeller par rapport à toutes ces accusations à la justice. Bon, vous savez, quand on se connaît dans une société, quand un de nous obtient une promotion, toute la République vient vous féliciter. Et quand vous n'avez pas eu la promotion, toute la République vient aussi pour vous dire « Ah, on pensait que vous allez être promu ». Donc, c'est tout à fait normal, c'est ça la vie au Congo. Mais j'ai vu une vidéo de général Numbi où il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il a dit que dans toutes les réunions, le chef de l'État ne cessait de le féliciter pour la rigueur. C'est très bien. Il faut qu'il apprenne aussi qu'en diplomatie, la diplomatie, c'est l'art de dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse réaliser que peut-être il n'est pas aussi bon qu'il le pense. Quand on vous dit félicitations pour tout ce que vous faites pour la rigueur, et puis après on ne vous donne pas de promotion, c'est qu'on vous disait en réalité que votre rigueur là ne nous aide pas beaucoup, ça nous cause beaucoup plus de problèmes. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qu'il a dit, le général Numbi, c'est que il dit qu'il n'est pas un agneau. Vous savez ce que c'est un agneau? Un agneau, c'est le petit de mouton, non? C'est le petit des moutons qui ne peut pas faire du mal à qui que ce soit. Si lui-même, en tant que général, il dit qu'il n'est pas un agneau, c'est qu'il reconnaît qu'il y a eu des péchés qui ont été commis. Et moi, je voudrais l'inviter, comme nous faisons dans notre église catholique. Quand vous avez commis des péchés, allez voir le prêtre. Et dans ce cas ici, allez voir le tribunal pour dire « Je viens me confesser et je demande qu'on puisse me pardonner parce que j'avais commis des péchés. » Ce n'est pas une façon de s'excuser face à la population? Ben, qu'il s'excuse, on ne s'excuse pas simplement en faisant une petite déclaration en disant qu'on n'est pas un agneau. On s'excuse en reconnaissant le mal. D'abord, dans notre église catholique, vous savez ce qu'on fait. On vous demande de redire exactement ce que vous avez fait comme mal et on vous donne la punition à ce moment-là en vous disant, répétez par exemple le chapelet 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Dans ce cas ici, il faut qu'il passe devant la justice et qu'il reconnaisse qu'il y a eu du mal qui a été fait. Le mal là, il l'a fait à l'égard de qui? Et une fois qu'on a fait, qu'on a dit cela, on peut être pardonné et on va lui donner la sanction qu'il faut. Une fois qu'on a fait la sanction, en ce moment-là, on est pardonné, on peut recommencer la vie en bonne âme et conscience. Quelle analyse faites-vous en voyant de personnalités et généraux qui sont allés lui rendre visite? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Ça dépend de la raison. Vous réconforter? Bon, réconforter, moi je ne sais pas pourquoi il faut réconforter quelqu'un parce qu'on ne lui a pas donné une promotion. Si lui-même il dit qu'il n'a pas été un agneau, demandez-lui que ces généraux lui demandent déjà. On peut apprendre quelques expériences. C'est bien. Moi je crois que quand on est dans une société, si vous avez une promotion, je viendrai vous féliciter. Mais si vous n'avez pas de promotion, je viendrai aussi donc vous dire, ne vous en faites pas, ce n'est pas la fin du monde. Donc toute occasion est bonne dans une communauté pour que les gens puissent communier, puissent parler ensemble. Ce serait d'ailleurs très douloureux s'il souffre au fin fond de son cœur parce qu'il n'a pas été promu et que personne ne va le voir, personne n'aille le voir, ce serait quand même, ce n'est pas très congolais. Donc ce qui est congolais, c'est d'aller vers quelqu'un, le saluer, le féliciter et lui dire nous sommes toujours ensemble. Pensez-vous que cette mise en place pourra amener un soulagement du côté est de notre pays? J'espère oui. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait la réforme de l'armée? C'est pour que l'armée puisse fonctionner mieux, l'armée et la police. Pour l'instant, elle n'a pas bien fonctionné, l'armée n'a pas bien fonctionné et l'insécurité a continué à être là-bas à l'est de la République. Maintenant, avec une nouvelle mise en place et avec le départ de certaines personnes qui étaient supposées être même faire partie du problème, je pense qu'il y a lieu d'espérer que maintenant les nouvelles conditions vont être créées pour qu'on puisse rétablir la paix et la sécurité, non seulement à l'est de la République, mais sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est notre prière, c'est notre espoir et je voudrais souhaiter bonne chance à ces nouvelles personnes qui ont été promues et en leur demandant de nous délivrer, nous, le peuple congolais, ce que nous attendons d'un pays paisible, un pays où il n'y a pas de rebelles, où il n'y a pas donc de tueries, des massacres de ce genre-là. Pensez-vous que le problème de l'insécurité de l'Est, c'était dû aux anciens généraux? Et cette mise en place pourra vraiment amener un changement, comme j'ai dit, un soulagement?
C'est un problème complexe. Ou c'est un problème politique? C'est un problème complexe, la combinaison de deux. C'est un problème complexe, il y a des politiciens qui sont impliqués dedans, il y a des généraux qui sont impliqués, qui faisaient le commerce donc des minéraux, des trucs de ce genre-là. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on puisse travailler, qu'on ait un plan d'action très clair pour arriver à sécuriser ça. Et cela implique quoi? Il y a eu des changements d'hommes politiques, il y a des nouvelles personnes, des députés, des sénateurs qui ont été élus, mais il y a aussi des généraux qui ont changé ou des officiers supérieurs de l'armée. Il y a la combinaison aussi avec la justice. Il y a des nouvelles personnes qu'on amène là-bas. Vous savez, quand on garde les mêmes personnes dans un même environnement, ils deviennent trop liés, trop familiers et parfois ils ne peuvent plus voir ce qu'il faut faire pour faire la différence. Mais quand on change les bourgmestres et on change les généraux et on change les commandants de la police et on change les magistrats qui rendent la justice, je crois que les conditions changent pour qu'on puisse espérer un nouveau départ. Et je pense que c'est ça que le chef de l'État a voulu faire. La mise en place de la justice, ainsi la mise en place, voulais dire, la mise en place de la justice. Du côté, parlons de la sécurité du côté est de notre pays. Est-ce que pour ramener la paix à l'est, c'est un problème? C'est une réconciliation de politiciens? Ou un problème de notre pays et nos pays voisins? Ou c'est vraiment un problème que les généraux doivent assumer? Moi, je pense que c'est la combinaison de tout ce que vous avez mentionné. Il faut d'une part parler avec les pays voisins pour leur faire comprendre que on est des bons voisins quand vous êtes chez vous et nous sommes chez nous. Vous nous respectez, nous vous respectons. Et que chacun ne vienne pas, on peut développer des projets communs pour créer des opportunités chez vous et chez nous en même temps. Mais vous ne devez pas vous enrichir sur le dos de nos populations en venant faire de l'insécurité chez nous. Donc, il faut des bonnes relations de voisinage avec les pays voisins. Maintenant, en ce qui concerne donc les généraux, il y a des généraux qui s'enrichissaient sur le dos de la population en faisant le commerce de coltan, de cobalt, de ceci, de cela. Il faut qu'on fasse comprendre à ces généraux-là que vous avez un salaire, vous êtes payé pour travailler pour le pays et que si désormais vous faites ce que vous faisiez donc avant, la justice restructurée va s'occuper de vous. Et maintenant qu'on fasse comprendre aussi à la justice que vous devez être impartial, traiter tout le monde de la même façon. Lorsque quelqu'un met ses mains dans les caisses de l'État ou bien met ses mains sur un citoyen congolais, il doit connaître son sort. On vous amène au tribunal, on vous juge, on vous condamne, on vous met en prison. Donc, il faut toute une combinaison de choses et en même temps aussi, il faut relancer l'économie. Relancer l'économie, ça veut dire quand les gens arrêtent de faire la guerre ou bien de faire le commerce illicite de matières premières, il faut que ces gens-là soient convertis à faire autre chose. On appelle ça les programmes de démobilisation, de réinsertion dans la société. C'est-à-dire qu'on peut donner des formations professionnelles aux militaires qui abandonnent les armes, aux rebelles qui abandonnent les armes, on leur donne une formation professionnelle, on leur donne l'encadrement, on peut même leur donner un fonds de départ, des petits crédits pour qu'ils utilisent ce crédit-là pour cultiver la terre, faire l'élevage ou la pêche, ou aussi pour faire juste un commerce, toute activité qu'ils voudraient consommer, qu'ils voudraient faire. Donc, si on a tout un arsenal de mesures de cette façon-là, d'un côté, on développe l'économie, on crée des opportunités pour les gens, et de l'autre côté, on explique à la population qu'il faut cesser ces histoires de soutenir les rebelles ou de participer à des activités donc déstabilisatrices donc, pour notre pays. Et je pense que cette combinaison de techniques-là pourrait faire qu'on pourra stabiliser non pas simplement l'Est de la RDC, mais toute la République démocratique du Congo. Séverine Balaki du de la mise en place à l'armée et à la justice. Docteur Noël Tcheni Mwademvita. Insécurité na Est et Oumeli. Eza eloko lelo na lobité. Et bandi kala. Ba généraux ba changer. Mais le problème est que pour nangai nakoko tuna yo mutuna ya koloba proposition nini oyo ko pesa na ba généraux oyo batie pour peut-être pe esika bazali ba ko yoka pour na kosalela. Moi, j'avais, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, développé toute une stratégie pour arriver à sécuriser l'Est du pays. En quoi consiste cette stratégie? La première des choses, je sais que notre armée et notre police sont faites des gens qui sont venus des différents groupes, des groupes rebelles. Il y avait les gens du RCD, il y avait les gens du MLC, il y avait les gens qui venaient de n'importe tous ces groupes rebelles là-bas. On les a mis ensemble. En les mettant ensemble, il n'y avait parfois pas de formation, soit policière, soit militaire appropriée. Ce que nous devons faire, c'est commencer par faire l'inventaire des éléments en uniforme dans la police,
dans l'armée, mais également dans les services de sécurité, qu'on sache nous avons combien de gens dans ces institutions-là, et ces gens ont reçu quelle formation pour être là où ils sont. Il y a des gens qui sont devenus des généraux sans avoir été formés militaires. Et ces gens-là, vous prenez une arme, vous mettez dans leurs mains, et la première opportunité qu'ils ont, ils tirent sur n'importe qui. Donc, on doit faire cet inventaire-là et faire l'inventaire des compétences qu'ils ont, des formations qu'ils ont reçues pour être là où ils sont. Une fois que nous avons déterminé cela, on va trouver des gens qui sont compétents et des gens qui ne sont pas compétents. Ceux qui ne sont pas compétents, il y a lieu de pouvoir les récupérer en disant, vous ne connaissiez peut-être pas comment il faut faire affaire avec les civils, on va vous mettre dans des programmes de formation additionnels pour vous former, vous amener donc à niveau. Une fois qu'on a fait cela maintenant, nous devons nous demander, est-ce que, si par exemple, toute la police à l'Est là-bas, si on a 100 000 personnes, on doit se demander, mais est-ce qu'on a besoin de 100 000 personnes pour maintenir la paix et la sécurité sur toute la partie de l'Est? Si on trouve qu'on a besoin en réalité de 175 000 personnes, alors que nous avons 100 éléments sur le terrain, on doit recruter de nouvelles personnes, les mettre à l'école, les former et les affecter là-bas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut équiper les gens correctement. Ça ne sert à rien de dire que nous avons une armée et une police si les gens n'ont pas d'équipement pour être en mesure de faire quoi que ce soit. C'est comme ici dans la rue, ce que je vois. On trouve des policiers qui sont des officiers de roulage, mais qui n'ont pas une moto pour poursuivre quelqu'un qui est en train de fuir. Et qui n'ont pas une arme pour dissuader qui que ce soit un gangster qui voudrait donc s'attaquer à eux. Il faut les équiper comme il faut. Troisième élément, c'est l'élément rémunération. L'élément rémunération est très important. Vous ne prenez pas quelqu'un, vous lui donnez une arme et vous lui dites de maintenir la paix. Il est affamé. Vous savez quoi? La première occasion qu'il a avec son arme, de désarmer quelqu'un pour avoir la nourriture, il va le faire, il commet un crime. Donc, pour éviter cela, on doit les payer correctement. La rémunération adéquate des policiers, des militaires, mais également de ceux qui sont dans les services de renseignement. Si on fait cette combinaison des choses-là, je pense que notre armée, notre police vont fonctionner mieux. Mais au-delà de cela, il y a un élément aussi important que moi je voudrais souligner. Quand vous êtes policier ou militaire, vous n'êtes pas policier ou militaire pour votre village. Vous êtes policier ou militaire pour votre pays. C'est-à-dire, on doit affecter des gens en dehors de leur milieu naturel. Au lieu, vous êtes originaire de Walikale, on vous forme là-bas, on vous prend, on vous envoie par exemple à Kananga. Vous êtes de Kananga, on vous affecte à Kisangani, et ainsi de suite. Je crois que de cette façon-là, les gens vont réaliser qu'ils sont vraiment au service du pays et qu'ils ne sont pas là pour faire de combine avec les chefs coutumiers de leur camp pour pouvoir donc cesser la rébellion, pour pouvoir commencer la rébellion ou bien organiser des sécessions de tout ce genre-là. Donc, cette combinaison de techniques, je pense, peut nous amener à avoir une armée, une police et les services de sécurité à même de rendre service donc au pays et de maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Motuna et sécurité l'équipe, comme vraiment la situation d'Abisso sur l'affaire Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui répond au chef de l'État à travers un directeur de cabinet. Je ne sais pas en même temps lire la lettre. J'avais lu la lettre, oui, allez-y. Oui, pour faciliter la bataille, émission d'Abisso. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le chef de l'État en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Est-ce que un chef de l'État a assez justifié auprès du Premier ministre sur les ordonnances ou les nominations, Dr Noël Tchani? Non. Moi, j'ai suivi cette histoire de très près pour comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est arrivé. Et je voudrais vous dire qu'avant de venir ici, j'ai occupé des fonctions extrêmement importantes à la Banque mondiale, où j'étais responsable de certains programmes, où j'employais plusieurs personnes. Mais il m'arrivait en tant qu'humain, de temps en temps, soit de tomber malade, soit de partir en voyage pour des questions familiales ou même des questions professionnelles à l'étranger. Ce qu'on fait, c'est que quand vous êtes responsable de la vie de plusieurs personnes ou bien de la prise de position sur certaines questions, quand vous êtes absent de votre bureau, vous faites une note de ce qu'on appelle acting official en anglais, c'est-à-dire qui doit assurer l'intérim. C'est-à-dire que si moi je m'en vais en mission quelque part et vous assumez mon intérim. Vous prenez toutes mes fonctions. On ne va pas donc dire que vous restez dans mes fonctions juste pour faire du courrier. Si c'est pour faire du courrier, j'ai une secrétaire qui reste dans le bureau. Elle peut faire du courrier, elle peut trier et dire que ce courrier est destiné à tel, ainsi de suite. On ne va pas prendre un vice-premier ministre et la responsabilité pour faire du courrier au nom du Premier ministre. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, quand le Premier ministre est parti, il était important que le vice-premier ministre assume
les fonctions de Premier ministre. C'est ça qu'on appelle assurer l'intérim. Il assume les fonctions de Premier ministre, c'est-à-dire pleinement. Tout ce que le Premier ministre est supposé faire, lui, il le fait. Et j'ai regardé l'ordonnance présidentielle qui met en place ce système, l'organisation du gouvernement. Il s'agit de l'article 16 de la loi numéro 16, de l'ordonnance numéro 16/020. On dit que le gouvernement est dirigé par un Premier ministre qui gère toutes les affaires courantes de l'État, ainsi de suite. Mais en cas d'absence, son intérim est assuré par le vice-premier ministre qui a la préséance sur les autres membres du gouvernement et qui a plein pouvoir, nommé plein pouvoir. D'autres Congolais pensent que cette lettre, c'est un manque de respect auprès du chef de l'État. Moi, je crois que c'est un manque de respect. Je suis même vraiment surpris que le vieux Ilunga Ilunkamba puisse faire ça, mais moi, je peux le pardonner. Le pardonner, vous savez pourquoi? Parce que je crois sincèrement que ce n'est pas lui qui a écrit cette lettre-là. Je crois que ce sont ces copains-là du FCC qui ont écrit cette lettre et qui ont fait lire cela à son porte-parole pour l'engager. Donc, je voudrais lui pardonner pour cela, mais je voudrais qu'il retienne une chose. On ne donne pas de leçons à un chef de l'État. Vous savez pourquoi? Le chef de l'État, il a dans son bureau un stylo rouge. Ce stylo rouge-là, il peut changer à tout moment le Premier ministre. Donc, Ilunga Ilunkamba peut aller là-bas pour voir Félix Antoine Tshisekedi, pour lui demander des explications ou bien demander ce qui s'est passé. Il peut donc juste arriver, Félix Tshisekedi peut lui dire, vous savez quoi, j'accepte votre démission. Et s'il le fait comme ça, c'est terminé. Donc, moi, je pense que c'est un incident qui n'est pas du tout acceptable. Je le laisse donc dans les mains du président de la République de s'organiser avec ses copains du FCC. Mais nous n'avons pas de leçons à recevoir donc des gens du FCC sur cette question-là. Vous savez quoi? Kabila était président pendant 18 ans. Il y a eu beaucoup de nominations qui étaient faites, qui étaient entérinées, pas par contre-signées, pas par le Premier ministre lui-même, mais par celui qui était acting, qui assurait l'intérim. J'ai vu le nom de José Makila qui l'a fait, le nom de Cheikh Kitundu qui l'a fait. Donc, ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire, il n'a pas inventé la Lune. Il y a une jurisprudence donc, dans ce domaine-là et il faut qu'on le respecte en tant que chef de l'État et il n'a pas d'explication à donner à M. Ilunga Ilunkamba. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui dit qu'il était surpris des ordonnances par le chef de l'État, c'est une balle à moi ce sujet. Donc, c'est que na union sur Premier ministre a commis et Zalinde bande connaît FCC de bazar derrière yende yango ba pousser comme il y a deux possibilités. Si le Premier ministre ne savait pas qu'il y avait toutes ces ordonnances-là qui étaient en train d'être préparées, peut-être qu'il ne travaille pas beaucoup, peut-être qu'il dort dans son bureau toute la journée. Et donc, je voudrais lui dire que quelqu'un a fait le travail à sa place. Mais deuxième chose aussi, je pense qu'il faut, quand on est officiel, à un niveau comme celui-là, il faut savoir ce qu'on dit en public et ce qu'on ne dit pas en public. Je conseille au Premier ministre de... Il était en mission, il est revenu à Kinshasa de prendre le téléphone et d'appeler la secrétaire du président et de lui dire « Je voudrais rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, de toute urgence pour telle question. » Il va être reçu dans la journée. Et s'il a des frustrations, des divergences de points de vue ou bien des observations, il peut les faire. Ça reste entre quatre murs fermés. C'est mieux de gérer les questions comme ça plutôt que de communiquer à un chef de l'État à travers un porte-parole. Moi, si j'étais président de la République, je le révoque, Premier ministre, immédiatement. Donc, mais je pense bien que nous sommes en train d'apprendre ce mode de fonctionnement où il y a une coalition au pouvoir, des gens qui viennent de familles différentes. Mais il faut qu'ils apprennent qu'au-delà des considérations techniques, bureaucratiques, il y a aussi la fierté individuelle. Et quand votre fierté individuelle en tant que chef de l'État a été entamée, vous aurez une réaction peut-être qui ne pourrait pas être appréciée par vous en tant que Premier ministre. Donc je conseille sincèrement au Premier ministre d'avoir une attitude différente. Plutôt que de communiquer à travers un porte-parole, un président de la République, on ne s'adresse pas à lui de cette façon-là. Nous pouvons dire, Dr Tchiani, que le FCC n'est pas content de ces nominations? Bon, le FCC, vous savez, moi je voudrais vous dire que le FCC a géré ce pays pendant 18 ans. Et je voudrais leur rappeler que le peuple content n'est pas content de leur performance. Donc il faut qu'ils soient très modestes. Quand on voit un chef d'État qui n'a pas fait partie de cette équipe qui a mis le Congo en faillite et qui essaye de faire ce qu'il peut pour remettre le Congo sur les rails, il faut que le FCC soit très modeste dans ce qu'il peut dire ou dans sa façon donc de protester.
Alors, s'ils ne sont pas contents, il faut qu'ils disent à travers les canaux officiels, communiquer avec le chef de l'État pour qu'ils puissent, parce qu'ils sont en coalition de toutes les façons, c'est comme un couple. Quand vous disputez donc dans le couple, vous ne sortez pas dans la rue et puis commencez à crier. Vous vous organisez donc dans la maison et puis vous réglez vos divergences. Donc, je voudrais que le FCC, s'il n'est pas content, qu'il communique à travers les canaux officiels au chef de l'État leur point de vue et qu'ils essayent, comme ils l'ont toujours fait, de trouver donc une solution à l'amiable, de façon pacifique, plutôt que de pouvoir mettre cela sur les lieux publics, parce que le peuple congolais est traumatisé par ça. Quand on voit les autres... Ces petits problèmes de Tonton Noël n'est pas lié à ces conflits entre FCC Cash, parce que nous avons suivi la fois passée la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, qui a montré un pain au Tobé Andalinga, la LIPA, des 100 francs, pour dire que la crise est côté. Ce qu'il est là, crise est côté, ou bien crise est dans 4 symboles, crise économique, étant qu'elle voit un technicien, et qu'on a l'échec qui a FCC Cash, pour interpeller c'est du cash. Madame la présidente de l'Assemblée nationale doit être modeste. Elle fut ministre du portefeuille. Vous savez ce que c'est ministre du portefeuille? Elle était ministre du portefeuille pendant que Ilunga Ilunkamba était directeur de Copirep, qui gérait les entreprises publiques. Et vous savez ce que nous avons comme résultat de leur gestion conjointe des entreprises publiques? C'est que moins de 10% de la population a de l'eau potable. L'eau potable qui vient de la Régie des eaux, qui était une entreprise publique et gérée. Moins de 10% de la population, ils ont accès à l'électricité. Et ils ont géré l'électricité, c'est quoi? La SNEL. La SNEL. Ils ont fait des réformes, soi-disant des réformes pour transformer ceci en entreprise commerciale. Il faut voir l'ONATRA, comment ça fonctionne. Toutes les entreprises publiques qui étaient gérées par ces deux-là sont en faillite. Donc, aujourd'hui, qu'elles nous tiennent du pain, comme pour dire que le prix du pain a augmenté, c'est la conséquence de la mauvaise gestion sous Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai. Parce que nous vivons aujourd'hui les conséquences de la mauvaise gestion du pays pendant 18 ans par ces gens-là, les gens du FCC. Donc il faut qu'ils apprennent à être modestes dans ce qu'ils disent. Parlons à présent sur la situation économique du pays. La situation se dégrade selon le gouvernement, cela est dû au coronavirus. Mais certains experts économiques du pays et d'autres politiciens, notamment l'honorable de Lissé Sanga et tant d'autres, qui disent que cette situation a commencé avant la Covid-19. Et cela est dû premièrement, ils ont parlé du fait que le gouvernement avait surévalué le crédit budgétaire, donc le budget de 11 milliards, qui n'avait pas le moyen de mobiliser. En d'autres termes, nous pouvons dire que le gouvernement est incapable de mobiliser. Là, c'est la première. La deuxième, par le fait que la présidence avait touché à la réserve d'échange, à la banque centrale. Et la troisième, ils ont dit, ils ont commenté en disant au recours à la planche habillée pour financer certaines dépenses de l'État. Quelle lecture faites-vous, vous étant technicien et étant qu'économiste? Vous savez, il ne faut pas qu'on utilise la Covid-19 comme étant bouc émissaire pour tout. Il y a des problèmes que nous connaissons et qui ont précédé la Covid-19. Et je voudrais vous signaler certains de ces problèmes-là. Aujourd'hui, tout le monde semble dire que la dépréciation monétaire est causée par la Covid-19. Ce n'est pas vrai. En partie, oui, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. Vous vous rappelez, aujourd'hui, nous sommes au taux de $1 égal à 2020 francs congolais. Mais reconnaissez au moins que cette pandémie a ramené la chute économique de notre pays? Oui, il y a quelques éléments qui sont causés par la Covid-19, mais ce ne sont pas les seuls éléments. Ce que je voudrais enlever des têtes des gens, c'est de penser qu'il n'y a que la Covid-19 qui a causé cette situation. Je dis bien que au mois de mars, quand on a déclaré la Covid-19 ici, le taux d'échange était de $1 égal à 1600 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 2020 francs congolais. Mais les gens oublient qu'avant mars 2018, nous venons d'où? Nous venons du 13 juin 1998 où le taux d'échange était de $1 égal à 1,3 francs congolais. De $1 égal à 1,3 francs congolais à 1600 francs congolais pour $1 au début de la Covid-19, le taux de dépréciation monétaire était de près de 150 000%. Donc le problème n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec la Covid. Le problème prédate la Covid-19. Ce que nous devons faire en tant que pays, c'est faire un diagnostic réaliste de la situation et trouver des solutions, pas démagogiques, mais des vraies solutions. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que notre économie n'est pas diversifiée. Nous dépendons beaucoup plus des exportations de quelques matières premières. Et quand ces exportations-là, les prix dans les marchés internationaux donc baissent, nous encaissons donc une perte donc de devises. Mais en plus de cela aussi, nous importons du tout, y inclut notre nourriture. Produisons localement,
produisons notre nourriture, augmentons les exportations en diversifiant notre économie, on va gagner plus de devises étrangères, mais à l'interne aussi, réduisons le train de vie des institutions. Certaines institutions comme pas l'Assemblée nationale, comme le Sénat, on n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup, Dr Tchiani. Il nous reste 3 minutes. Répondez rapidement à toutes 2 questions. Nos 2 questions qui restent, c'est vrai, une bala, une question. Oui, une question pour l'économie Kakayamboka. Lelo tozomona to ezomata ezokita ezomata. Docteur Noël Tchiani, toyebi ke yo osali mingi na mayimatali misolo. Okoyi koloba nini pour le développement na biso ya mboka par rapport à la proposition na yo nini okoyi kopesa pour na lobi mboka monsieur développer pe to lo mapenza en tout cas na makambo ya komata dollar pour mbongo na biso ezana. Une monnaie est le reflet de la force de l'économie d'un pays. Quand l'économie est faible, la monnaie sera faible. Ce que nous devons faire, c'est diversifier notre économie, produire localement des matières premières, mais également transformer ces matières premières en produits finis pour que nous puissions non seulement les vendre à l'interne et répondre à nos besoins de consommation, mais vendre à l'extérieur, gagner plus de devises pour renflouer le matelas de devises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons diminuer le déficit des opérations courantes de l'État. C'est-à-dire, les salaires de l'État sont trop élevés. Élevés pas parce qu'on paye beaucoup d'argent à chacun de nous, mais plutôt parce qu'il y a trop de mondes, d'ailleurs, qui sont des mondes fictifs. Il faut réduire donc cette enveloppe salariale et en plus de cela, diminuer le train de vie des institutions, c'est-à-dire certaines institutions qui ne sont pas utiles, il faut les supprimer. Si nous faisons ces choses-là et nous diversifions l'économie, on aura une monnaie qui va se respecter. Donc d'un côté, on doit avoir une politique économique et budgétaire qui fasse du sens, qui est crédible, et de l'autre côté, une politique monétaire menée par la Banque centrale qui soit aussi réaliste. La combinaison de ces deux-là, politique économique et budgétaire et politique monétaire, pourra nous donner une monnaie qui tienne debout. Merci beaucoup. C'est vraiment votre émission Nzungu ya Makambo. Nous arrivons à la fin, mais la toute dernière question, Awande Baimbo Kabalingaka. Vraiment, émission na bango Nzungu ya Makambo na motuna ya suka. Baimbo Kabalobi Dr Noël Tchiani, alobaka tango yiso, yende concepteur ya franc congolais otoliaka. O lelo dollar a komi koleka. Valeur koleka mbongo na biso mais tolanda ki lisusu ex-gouverneur ya banque mwana mboka Jean-Claude Massango oye pa lobaki na nzela interview ya ndeko na biso Jérôme Sekana alobi ete yende asala pe franc congolais. Ouais, moi j'aimerais bien que vous puissiez l'inviter, qu'il vienne avec moi à la télévision, qu'il vienne dire ça devant moi et je vais lui dire ceci. Nous avons commencé la conception du franc congolais aussitôt que Moussa Laurent Désiré Kabila est arrivé et il m'a appelé, moi je suis revenu de Washington pour ça. J'ai mis en place la commission de réforme de la monnaie de la Banque centrale. J'ai annoncé, j'invite tout le monde à aller sur Internet, mettez Noël Tchiani, Arthur Malumalu, Reuters, franc congolais. Vous allez voir un article publié par Reuters au mois de juillet 1997 où j'annonce la conception réussie du franc congolais. Jean-Claude Massango n'était même pas près de la Banque centrale, il travaillait à la Citibank. Il est venu, il a été nommé gouverneur de la Banque centrale le 14 août 1997. C'est-à-dire un mois après la conception réussie du franc congolais annoncée par moi à la télévision. Comment est-ce que quelqu'un qui vient après, qu'on ait annoncé la conception d'une monnaie, la décomposition de toutes les unités monétaires, mais surtout même la sélection de la firme Kizeki et Devrind, qui devait imprimer la monnaie en travaillant avec la Banque centrale du Congo, comment est-ce que quelqu'un qui arrive un mois après devient le père concepteur du franc congolais? Moi, j'accepte maintenant une chose. S'il est le père concepteur du franc congolais, alors admettons que Noël Tchiani en est le grand-père. D'accord, la régie, 2 minutes. Il y a une question très importante accordée par un de nos téléspectateurs, M. John Goy. Il a dit ceci, M. Noël Tchiani, sur les 2 années qui nous restent du mandat de l'actuel régime, pouvons-nous croire à une possibilité d'une relance économique? On peut croire à une possibilité d'une relance économique. Vous savez que moi, je fais partie de l'adage qui dit « l'impossible n'est pas congolais ». Mais nous devons nous mettre au travail et nous devons prendre les mesures structurelles et institutionnelles importantes, difficiles pour notre pays, mais qui doivent remettre le Congo sur le bon chemin. Donc, je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble dans une vision de développement bien comprise par tout le peuple congolais, nous allons arriver à développer la RDC et reprendre l'économie et même stabiliser la monnaie pour stabiliser le pouvoir d'achat de toute la population congolaise. Docteur Noël Tchiani, aujourd'hui candidat malheureux, en 2023, il sera candidat? Non, c'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, moi, je ne suis même pas candidat malheureux. Je me considère très heureux. Celui qui est malheureux, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que lui, il a toutes les questions à régler.
Mais moi, je m'amuse très bien. Je peux parler avec vous, avec des journalistes comme vous, mais je n'ai pas beaucoup de maux de tête à cause des problèmes donc, du pays. C'est lui qui a tous ces problèmes, donc c'est lui qui est malheureux. C'est un grand plaisir. C'est ici que nous mettons fin à notre émission Nzungu ya Masolo, vraiment. Merci infiniment à Séverine Mbala. Merci, Graciela. Merci infiniment, Dr Noël Tchani, pour la considération et votre disponibilité. Merci beaucoup, Graciela. Merci beaucoup, Séverine. C'est toujours un plaisir de venir ici et je reviendrai souvent. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Merci infiniment. Nabino Bourse, vous avez pour Kolanda émission Nabino Nzungu ya Makambo. Vous avez vraiment ébélé pour Nolanda émission Nzungu ya Makambo. Tokomi vraiment na souka. Merci à l'équipe technique. Quant à moi, quant à nous, parce que dans la émission Ngamode, je serai toujours accompagné de Séverine Mbala Tokutani na Mikolo Mizali Koya Soki Yesu Azonité.